ce moment même à Paris, une nouvelle manifestation pro-palestinienne se tient. Elle a été autorisée par la préfecture de police de la capitale. Il y a un certain nombre de personnes. Il faut dire que cette manifestation a été autorisée parce qu'elle est organisée par des partis politiques, notamment la France Insoumise, et parce qu'elle est statique, alors que la précédente manifestation était une déambulation qui pouvait amener des troubles à l'ordre public. On va faire une pause. On se retrouve dans un instant. On va commenter ce qui se passe place de la République avec ces pancartes, ces affiches en soutien à Gaza. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h37, bientôt 38, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec cette manifestation en faveur du peuple palestinien qui est en train de se dérouler à Paris, place de la République. Manifestation autorisée par la préfecture de police et organisée par des partis politiques dont la France Insoumise. Je ne sais pas si on entend bien les slogans, peut-être on va monter un petit peu le son pour entendre ce qui se dit, ce qui se... Bon, liberté, on entend liberté, mais c'est vrai que c'est un petit peu sourd. Il y a du monde, visiblement, Julien Drey. Ce n'est pas un hasard si c'est la France Insoumise qui organise, évidemment, cette manifestation. Ah non, c'est pas un hasard, puisque la France Insoumise, à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon et de Madame Obono, a basculé dans un courant qui est lié au mouvement trotskiste, je vous l'ai expliqué déjà, et qui maintenant considère que le Hamas est un mouvement de résistance et qu'il faut soutenir ce mouvement de résistance. Un mouvement de résistance. Oui, c'est un mouvement de résistance. C'est pas un mouvement comme ça. terroriste pour eux. Les dirigeants ont même dit dans des déclarations, je peux vous les fournir, que le 7 octobre était comparable à l'insurrection du ghetto de Varsovie. J'ai les phrases, je peux vous les amener, etc. Et tout. Donc ils sont dans cette logique-là. Mais comment ils ne sont pas traduits dans la justice en fait ? Ça, c'est aux Anglais qu'il faut demander ça, parce que c'est d'Angleterre que ça part. Éric Nolot. Ça dépend de ce qu'on appelle une manifestation pro-palestinienne. Il y a des gens sincèrement attachés à la cause palestinienne, qui est une cause tout à fait respectable en soi. Mais parmi eux, il y a des gens qui ont, c'est ce que j'ai essayé de dire en vain tout à l'heure, des autocollants à la gloire des parapentistes, c'est-à-dire des gens qui ont découpé des gosses, éventré des femmes enceintes. Ils sont mélangés aux autres, et il y en a qui scandent des propos négationnistes. Donc moi je trouve qu'on devrait faire quand même la différence entre les manifestants, que les deux catégories que je viens de citer en répondent devant la justice. Et je souligne une coïncidence qui n'en est pas une, qui est plutôt une corrélation. Je note que tous les partis ou les institutions qui sont le plus sensibles, le plus poreux au négationnisme sont également ceux qui sont le plus poreux au wokisme. Je trouve que ce sont deux mouvements qui marchent du même pas, le wokisme et l'islamisme et le négationnisme. Et pour l'instant, bon, de toute façon, ils se détestent les uns les autres, mais pour l'instant, c'est une alliance de circonstances. Mais il faudrait méditer là-dessus. Ces gens qui, au nom d'un isme ou d'un autre, essayent de dissoudre notre société, par un moyen ou par un autre. Et pour l'instant, ils sont alliés, en attendant qu'ils s'intègrent. Les États-Unis, ils ont fait la jonction. Dans les facultés américaines, tous les mouvements wokistes ont fait la jonction avec le Hezbollah. Et on les voit arracher les visages des otages affichés. Et qui tient des propos extrêmement extraordinaires. Qui serait la première à être égorgée par les islamistes s'ils arrivent au pouvoir. Oui, c'est ça. On nous a expliqué que l'islamo-gauchisme n'existait pas. Là, on en a une démonstration, je dirais, pure et dure. Et c'est vrai qu'ils devraient avoir de la mémoire, ces gens-là, parce qu'en Iran, au moment de la révolution islamique, les communistes avaient soutenu les islamistes. Ils ont été les premiers, effectivement, à se faire égorger et décapiter quand les islamistes sont arrivés au pouvoir. Donc Mélenchon devrait méditer là-dessus. Mais on parlait tout à l'heure des fake news, des contre-vérités. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est qu'il y a quelque chose de très profond dans une partie de la société française, notamment chez les wokistes, mais pas que, c'est une forme de haine de soi et de haine de l'Occident. Il y a l'idée qui prédomine dans une partie de la population que l'Occident, c'est la colonisation, c'est le mal, et que forcément, on est coupable de tout, même quand Israël est victime d'un pogrom. Donc c'est cette idée-là qu'il faut combattre, parce qu'effectivement, il y a des ennemis, je dirais, à l'intérieur de la nation, ceux qui sont vraiment islamisés, mais ceux aussi qui collaborent et qui collaborent par haine de soi, et parce qu'ils ont parfois l'idée sincère que l'Occident c'est le mal, et que forcément ceux qui ne sont pas occidentaux sont des victimes. Ce manichéisme-là fait, je crois, beaucoup de mal. Kevin Bossuet, prof d'histoire. Alors je regarde ce qui se passe là dans cette manifestation. On peut être sensible à la cause palestinienne. On peut être évidemment ému face à ces enfants morts ou ces enfants blessés. Mais là, il n'y a pas que ça. Il y a notamment une pancarte sur laquelle il est noté de la rivière à la mer, c'est-à-dire du Jourdain à la Méditerranée. C'est-à-dire quoi ? On est dans la négation
on est dans la négation d'Israël, et c'est-à-dire que la Palestine doit recouvrir le territoire actuel d'Israël. Et ça a suffi, par exemple, en Autriche, pour interdire les manifestations. Quand vous allez en Grande-Bretagne, vous avez la ministre de l'Intérieur qui a dit que dire cela, c'était une apologie du Hamas. Moi, je trouve qu'en France, on n'est pas assez ferme. Qu'il y ait des manifestations, c'est très bien parce qu'on est un pays de liberté, mais qu'il y ait ce genre de slogan, ce n'est pas acceptable. C'est d'ailleurs pour cela que le ministère de l'Intérieur souhaitait à la base interdire toute manifestation parce qu'il craignait une porosité entre le soutien à la cause palestinienne et l'antisionisme sous couvert d'antisémitisme, entre guillemets. Lorsque Pascale Léglise, la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, soutient cette décision prise par le ministre de l'Intérieur devant le Conseil d'État, elle justifie justement cette demande en expliquant que les manifestations déclarées jusqu'à présent avaient pour but de se féliciter des modalités utilisées pour la résistance. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que, par exemple, protester en soutien à la cause palestinienne et protester contre les bombardements parce que malheureusement il y a des pertes civiles, pourquoi pas, mais aller dans la rue pour expliquer que l'État d'Israël n'existe pas, là, cela cause il y a un problème, effectivement. Alors, juste, il y a des élus que l'on voit avec leur écharpe tricolore qui se rassemblent derrière une pancarte en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Et visiblement, il y a des élus de la France insoumise, si je me rapproche un tout petit peu. Alors, Julien Drey et Alexandre Devecchio. Le problème, c'est que, c'est ça qu'il faut dire à tous ces gens-là, ils ne sont pas les amis des Palestiniens, la population gazaoui. C'est l'inverse. Ce sont des ennemis ? Oui. Pourquoi ? Pour une raison simple. D'ailleurs, vous avez remarqué, ils ont le Hezbollah a répondu. Il y a 800 km de tunnels. Ils peuvent mettre toute la population civile sous protection. Et ils ont répondu, ils ont dit non, les tunnels, c'est pas pour eux. Ils veulent les photos des enfants assassinés et des femmes assassinées. C'est ça qu'ils font. Donc ceux qui demandent le cessez-le-feu sont en train de dire on va laisser encore le Hamas à Gaza. C'est ça que ça veut dire. Et bien, Hillary Clinton a répondu, a dit aujourd'hui, le cessez-le-feu, c'est un blanc-seing donné au Hamas. C'est pas une partie de plaisir ce qui est en train de se passer. Voilà. Et quand vous avez des images, parce que c'est ça qu'il faut voir, parce que maintenant la parole est en train de se libérer. C'est-à-dire une partie de la population gazaoui est en train de raconter ce qu'elle a subi de la part du Hamas. Vous allez voir les images qui vont apparaître. Et vous allez voir la dictature qu'il y avait. Je vois par exemple des gays qui soutiennent le Hamas. Des gays qui descendent. Là, pour moi, je comprends plus rien. Il y a 3 mois, ils ont jeté des dizaines de gays des tours gazaouis. Donc ces gens-là, je m'excuse, je vous le dis brutalement, ça n'a rien à voir avec la gauche. Rien à voir avec la gauche. Et on a un sondage CSA pour CNews qui dit que 71% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon est désormais un danger pour la République, Alexandre Devecchio. Un danger pour la République. Je pense qu'il est en train de prendre de plus en plus la place qu'occupait Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Il y a beaucoup de points communs, je dirais, y compris psychologiques, dans l'enfermement, dans l'erreur. À un moment donné, on aurait pu espérer que Jean-Luc Mélenchon se dise « j'ai été un peu trop loin, je m'excuse, je revois mon logiciel ». Je crois qu'il ne le fait pas parce qu'il a cette psychologie-là de vouloir jamais avoir tort, et après pour des raisons de clientélisme électoral, et c'est ça qui est plus inquiétant. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que s'il tient ce discours-là, c'est aussi parce que c'est un discours qui a un écho dans une partie de la population, et c'est là où on voit que ce conflit, qu'on le veuille ou non, il a des répercussions en France, et il y a une partie du territoire français qui est aussi, de la population française, qui a la nationalité française, qui est en sécession et qui est hostile à nos valeurs et à notre culture. Et donc je crois que c'est ce qu'il y a de et qui risque de le traduire dans les urnes en votant pour Jean-Luc Mélenchon. Qui peut le traduire dans les urnes en votant Mélenchon, mais ça se traduit aussi dans le métro avec les insultes antisémites qu'on a vues. Ça se traduit par le meurtre de juifs, par le fait qu'il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles du 93. C'est souvent un discours, je disais, qui est anti-occidental et anti-français. Je rappelle que dans le métro, c'était des chants aussi anti-français. Donc c'est quelque chose, ça dit quelque chose de la fracture qu'il y a dans le pays. Maintenant, moi, je ne suis pas du tout pour l'interdiction de ces manifestations. Même si on pourrait les justifier très bien par des raisons juridiques, justement parce que ça montre... c'est comme les images, si vous voulez, des massacres. À un moment donné, il faut qu'on
on soit capable de montrer les choses et de dire les choses. Et on nous dit l'islamo-gauchisme n'existe pas, le wokisme n'existe pas, non, nous ne sommes pas antisémites, c'est vous l'extrême droite. Là, je pense que c'est un moment, c'est révélateur d'un certain nombre de problèmes dans la société française. Et j'espère qu'on ne mettra pas ensuite la poussière sur le tapis et qu'on ne giflera pas sa grand-mère en poursuivant un fascisme d'extrême droite qui n'existe plus et qu'on s'intéressera au vrai fascisme en France. On l'a sous les yeux aujourd'hui. Alors, non, mais en dépit de ce sondage encourageant, moi j'aimerais qu'il y ait plus de 71% qui partagent cette opinion, que ce soit même 100%. Mais on pense que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République. Oui, on ne peut pas exclure que le pari soit gagné. Souvenez-vous du souvenez-vous du cri du cœur, il nous a manqué 400 000 voix. À force de toujours taper sur la même note, il peut essayer. En plus, 400 000 voix, il sait très bien où les trouver. Il a dit qu'il faut aller les chercher dans les quartiers. Donc à force de taper toujours sur cette même note, il espère pouvoir trouver ces 400 000 voix. Moi, je ne pense pas que ça soit un pari perdu d'avance. Malheureusement, pour des tas de raisons. Par fanatisme, par montée de la bêtise, il faut bien le dire, par instinct du mal. Vous savez, les gens qu'on a vus dans le métro, s'ils peuvent chanter ça dans le métro, ils peuvent voter pour Mélenchon. Oui, enfin, ils ont 14 ans, donc mais ils ne pourront pas voter. Si, peut-être, marqué si, 15, si, malheureusement. Paris qui n'est pas perdu d'avance, je viendrai. Pas gagne ou perdu, là, je ne sais pas de quel côté on se situe, à une condition, c'est si on n'affronte pas Mélenchon, alors il gagnera. Et il y a une partie de la classe politique, et y compris à gauche, je m'excuse. Alors, vous parlez du PS. Du Parti Socialiste, mais même au sein, je vois bien les déclarations au début du 7 octobre d'un certain nombre de dirigeants, de M. Ruffin, qui étaient plutôt d'une clarté absolue, mais qui commencent maintenant à se poser des questions. La gauche doit comprendre que si elle n'affronte pas Mélenchon, elle va disparaître au profit d'un sectaire dangereux. Voilà, comme ça a été le cas auparavant. Et donc, quand on est de gauche, maintenant, il faut l'affronter politiquement. Et je vous le dis honnêtement, si personne ne le fait, moi je vais m'en charger. Mais un secteur que vous connaissez bien en plus, Julien. Je le connais par cœur. Et l'affronter sur le plan idéologique. Sur le plan idéologique, évidemment. Il ne faut pas le diaboliser, etc. Il faut le prendre sur ses propres idées. Il faut prendre ses textes, il faut prendre ce qu'il a dit, il faut prendre ce qu'il a été, il faut le mettre en contradiction. Moi je lui ai dit, mais il ne le fera jamais. Quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Il m'a dit, tu ne représentes rien. Et lui, que représente-t-il ? Oui, Kevin Bossuet. Je suis d'accord avec ça. Il faut affronter l'antisémitisme d'une partie de la gauche. Et regardez ce qui est en train d'avoir lieu en Angleterre. Vous avez le chef du Labour Party, du Parti travailliste, qui est en train de mener une chasse aux antisémites dans son parti. D'ailleurs, il est contre la trêve humanitaire et il a même dit, entre guillemets, qu'Israël avait le droit de couper l'électricité et de couper l'eau. Bon, il est un peu revenu sur ce qu'il avait dit, mais il tient une ligne très forte et il interdit à ses élus d'aller dans les manifestations pro-palestiniennes. Donc tout n'est pas perdu. Évidemment, il est contesté, notamment par le maire de Londres, Sadiq Khan, mais quand il y a du courage politique, on arrive aussi à vider de son contenu un parti qui a été gangréné pendant des années par l'antisémitisme à travers l'Afrique-Corbyn. Regardez l'Allemagne, c'est très intéressant, parce que pendant plusieurs années, un des meilleurs correspondants de Jean-Luc Mélenchon, c'était Oscar Lafontaine. D'accord. Il dirigeait un mouvement qui s'appelait Die Linke. Et Die Linke a rompu avec Mélenchon sur cette question-là. Et aujourd'hui, Oscar Lafontaine, il est avec le SPD allemand, avec toutes les forces de gauche, en disant non et non, on ne marchera pas là-dedans. Je suis tout à fait d'accord sur tout ce qui a été dit sur Jean-Luc Mélenchon, sur le fait qu'il faut l'affronter, mais je pense qu'il faut mettre tout le monde face à sa responsabilité. Effectivement, il faut affronter Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas la seule cause du désastre qu'on vit aujourd'hui. Les causes, elles sont lointaines, on les connaît, on a laissé par une immigration de masse, par une volonté de rompre avec le modèle d'assimilation pour passer au multiculturalisme, on a laissé s'installer une fracture dans la société française, des contre-sociétés qui nous sont hostiles. Et ça a été fait pas par Jean-Luc Mélenchon, par des partis qui ont gouverné de manière successive. Gauche, droite, tout confondu. Gauche, droite, tout confondu. Et donc je pense que... Même lâcheté pour vous. Même lâcheté. Donc je pense que ces partis doivent se remettre en cause et revoir complètement leur logiciel. Parce que si c'est critiquer Jean-Luc Mélenchon pour refaire la même politique, importer les mêmes personnes, refuser de pratiquer une politique d'intégration ferme pour ceux qui sont là et qui resteront là de toute manière, eh bien ça ne servira à rien. On aura ce problème de montée de l'antisémitisme, de montée de la violence et de montée du djihadisme d'atmosphère qui existe aussi en France et pas seulement en Israël. Mais le problème, Alexandre de Victo, c'est que et la droite et la gauche n'existent plus.
Et elles ont été atomisées. Elles n'ont plus aucun poids. En réalité, c'est le centre droit et le centre gauche qui ont gouverné depuis des années et Emmanuel Macron en est le produit. Donc c'est pas très différent. Il a écrit un livre qui s'appelle Révolution, mais en réalité, il a sauvé le régime et il s'inscrit dans la continuité d'une technocratie qui a été aveugle en réalité, qui avait une vision purement économique de la politique, purement gestionnaire et qui était aveugle à toutes les questions culturelles, identitaires et même au retour de l'histoire. Donc j'espère qu'on aura des hommes politiques. Non, mais qui ? Je veux dire, c'est très simple. Pas Olivier Faure. Non, c'est bien le problème Il va manifester samedi d'ailleurs. C'est comme toujours dans l'histoire. Là, on est dans une phase de césure. Et dans une phase de césure, il y a des personnes, des recompositions qui sont en cours. Et on regarde la France, mais excusez-moi, il y a deux pays qui sont en train de se remettre en cause encore plus que nous. Allez voir les Anglais, vous allez voir le modèle communautaire, comment ils sont en train de se poser la question. Voilà, les Danois, qu'on disait formidable, n'est-ce pas, Alexandre Non, mais ils se sont remis en cause. La gauche danoise s'est remise en cause. C'est pour ça qu'elle existe, contrairement à la gauche française, qui est effectivement représentée par Jean-Luc Mélenchon. Phase de recomposition politique. Mais je voudrais dire une chose, parce qu'il y a quand même une note d'optimisme. J'en ai vécu des périodes difficiles comme ça. Je suis un peu vieux, excusez-moi. Mais moi, je trouve qu'il y a une grande partie de la communauté musulmane qui se tient bien. Voilà. Qui se tient bien et qui sait se tenir. Et j'ai des vidéos extrêmement émouvantes de jeunes issus d'origine, comme on dit, etc., qui disent « nous, on n'a rien à voir avec ça ». Et l'adresse que je fais ce soir, c'est aux élites de ces communautés. Parce que c'est elles qui se taisent pour l'instant. C'est elles qui ne sont pas là. Et même le recteur de la mosquée de Paris, qui pourtant est un homme que je respecte énormément, il est obligé de nuancer son communiqué hier en disant « mais j'ai dit ça, mais j'ai pas dit ça, etc. » Parce que la base... Bon, non, c'est pas la base. Je suis moins optimiste que vous. C'est pas la base. C'est qu'à un moment donné, du courage politique à affronter des choses, parce qu'il y a une idée de dire « mais je vais me désolidariser des miens ». Si je fais ça. Oui. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et ce qui gangrène la société, c'est cette culture de la victimisation. C'est tous ces élus d'extrême gauche qui racontent à des gamins qui n'y arriveront jamais dans la vie parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils sont arabes ou parce qu'ils sont noirs. Ça, c'est l'antithèse même de la République. Et nous, hussards noirs de la République, on ne fait que démonter ce discours. Il y a une possibilité d'ascension sociale dans ce pays. Moi, j'ai des anciens élèves qui sont musulmans, qui sont d'origine d'Algérie, du Maroc, qui sont aujourd'hui à HEC, qui sont aujourd'hui à Sciences Po. C'est ce discours-là qu'il faut tenir. La vérité, c'est que la France insoumise ne prospère que sur la victimisation. La France insoumise ne fait des gens que des victimes. Mais non, la République, c'est pas ça. La République, c'est tout le monde à égalité et on sélectionne les meilleurs, ceux qui travaillent. Et cette note d'espoir, je le vois en banlieue. Il y a plein de familles qui espèrent beaucoup dans l'ascension sociale à travers l'école. Et ça, faut le dire, il y a beaucoup de musulmans qui se tiennent bien en banlieue, il faut le rabâcher. Absolument. Éric Nolot, le mot de la fin. Plus loin que ça. Donc avant-hier, il y a un responsable des jeunesses de la France Insoumise qui a expliqué que cette femme neutralisée dans le RERC, et on lui avait tiré dessus parce qu'elle était arabe et musulmane. Donc il a fait 2 communiqués en disant s'il avait été, non pas Guiraud, un autre qui s'appelle N, bon, on va pas épiloguer sur son nom, mais enfin il me semble que ça tombe bien. Et il a expliqué que si elle avait dit le Notre Père, on ne lui aurait pas tiré dessus. Donc en fait, c'est même pas la victimisation en disant vous êtes victime de la société, vous resterez toujours des sous-citoyens. C'est on vous tire dessus parce que vous êtes musulman, pas parce que vous êtes arabe, et non pas parce que vous avez menacé de tout faire sauter, ce qu'a fait cette femme, qui avait en plus le corps entièrement dissimulé. On ne pouvait pas savoir si elle avait une ceinture d'explosifs, etc. Absolument, donc ça va bien au-delà de la victimisation sociale. On leur dit, vous avez en face de vous des gens qui veulent votre mort en tant que musulmans et en tant qu'arabes. C'est porté par la France Insoumise. Il a raison. C'est vrai que dans le débat qui a lieu avec la communauté musulmane, il y a ce sentiment de victimisation qui a été cultivé, d'humiliation, ça s'appelle l'humiliation arabe. Et qui se traduit sur le fait que... Voilà. Et c'est vrai que la République, elle doit redevenir exemplaire. Parce qu'elle a laissé faire des choses dans un certain nombre de quartiers qui sont le terreau après pour ça. Elle doit redevenir exemplaire. Pour l'école, pour la police, pour la justice. Elle doit être irréprochable sur ces questions. Allez, on termine sur cette note d'espoir. Merci à tous les 5 d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, c'est Hélène Zélani pour l'information. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes.